Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité à 4TV, Kwezi FM, le live Facebook. Lundi 24 février, nous avons l'honneur de le recevoir, Marie-Joseph Mallet, président, oui, de cette compagnie que nous connaissons tant depuis des années. Ce mariage que nous consommons depuis déjà plus de 40 ans, on va dire comme ça. Il est là avec nous ce matin, monsieur le directeur, monsieur le président. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Voilà. C'est vrai que c'est toujours un plaisir quand vous passez, vous êtes de passage à Mayotte, on aime bien vous avoir pour répondre en tout cas à nos questions et surtout les questions que souvent se pose la population mahoraise, donc les passagers d'Air Austral, mais pas que. Avant toute chose, on aimerait revenir un peu aujourd'hui sur l'évolution qu'il y a sur la liaison Mayotte-Anjouan. Est-ce que finalement par rapport, on sait qu'il y avait ce problème de l'antenne relais du côté de Kartala à Moroni, est-ce que ça a évolué? Absolument. Et je pense qu'en fait, j'ai le plaisir de pouvoir annoncer en direct et en première que nous allons reprendre donc la desserte d'Anjouan à compter du samedi 29 février. Nous avons réussi en fait à obtenir véritablement des engagements de la part des autorités évidemment comoriennes, mais avec grâce à l'aide aussi donc, de l'ambassade de France et puis au travail évidemment du directeur général Ayoub et son équipe, donc, qui sont allés évidemment sur place et qui nous ont permis de mettre en place des modalités concrètes qui nous permettent véritablement donc, de satisfaire notre service de sécurité. Donc il fallait que au moins la population comprenne que si le directeur général de Ewa Air avait pris cette décision, c'était d'abord une question de sécurité. Absolument, c'est une question de sécurité. Vous le savez, effectivement, donc les mouvements des avions sont régis et évoluent dans le cadre de couloirs aériens. Il est clair que nous n'avions pas à ce moment-là, de par la défection de l'antenne, la garantie absolue que lors d'une approche, de l'approche finale, au niveau d'Anjouan, les avions seraient évidemment donc sur une phase sécurisée, dans la mesure où il est très difficile à partir d'un certain moment de remettre les gaz, compte tenu des obstacles naturels qui sont en place. Donc il était absolument nécessaire d'obtenir, je dirais, une procédure d'approche qui soit suffisamment sécurisée, dans l'intérêt effectivement de tous et de la sécurité avant tout. Donc il ne peut pas y avoir de compromission sur ce sujet-là. Alors avant de passer la parole à mon cher Léonard Rodier, on aimerait aujourd'hui savoir l'avenir, monsieur le président, l'avenir de Ewa. C'est vrai que Ewa aujourd'hui a fait son petit bonhomme de chemin, comme on dit, mais est-ce qu'on peut voir cette flotte aujourd'hui s'agrandir? Quel est l'avenir vraiment? Écoutez, je pense qu'en fait, je suis ici entre autres, évidemment dans le cadre de mes visites régulières, mais aussi dans le cadre aussi d'un conseil d'administration que l'on va tenir, évidemment, de la compagnie Ewa. Donc Ewa a maintenant, comme vous savez, créé en 93, a 7 ans d'existence, 5 ans sans doute, en fait, on le confirmera cette année, d'exercice bénéficiaire. Donc je pense que c'est une belle petite compagnie. Des avions qui sont tout neufs, ils ont tout juste 1 an d'existence. Ça doit être d'ailleurs la compagnie qui a la flotte la plus jeune de toute l'Afrique. Je pense que c'est sans doute un élément de fierté. Et il nous faut continuer un tout petit peu de consolider ces opérations au niveau de l'ATR. Au niveau des 2 ATR actuellement, ils ne sont pas entièrement utilisés à leur plein potentiel. Donc je pense qu'on est revenu à une situation, je dirais, qui était une année qui était compliquée, même si les résultats finalement ne s'en ressentent pas. On a plutôt de bons résultats. On a réussi en termes opérationnels, en particulier au niveau des commandants de bord, à stabiliser la situation. J'ai le plaisir d'ailleurs d'annoncer qu'on est en train de maoriser en fait aussi cette catégorie des pilotes, je dirais au niveau des officiers pilotes. On a près de 40% maintenant qui sont maorés, 2 sur 5. Et bientôt, on en aura 3, c'est-à-dire la majorité. C'est un travail considérable qui est fait. Je félicite les équipes sur place. Donc, je pense qu'il faut encore, sans doute, attendre une année pour pouvoir consolider, je dirais, ces opérations. La desserte des Comores, d'une part, la desserte de Madagascar, la desserte de la côte Est, véritablement de l'Afrique, du Mozambique. Je vous rappelle, en fait... Notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire qu'avec ce projet gazier qui fait rêver tout le monde, qui met un peu les paillettes dans les yeux de tout le monde, est-ce que voilà, on peut s'attendre à une ouverture sur Pemba, sur la Mozambique? Je vous rappelle, en fait, pour tous nos auditeurs, que nous, lors du démarrage des WA, nous avions commencé la desserte de Pemba. C'est vrai. Et la desserte de Pemba avait été démarrée dans cette optique. Nous avions déjà, effectivement, visé le projet gazier qui, à cette époque-là, devait démarrer. Il a eu un peu de retard, 5 ans, et il va évidemment repartir. Il est clair que pour nous, nous regardons de très près les évolutions. Nous avons des contacts
tant au Mozambique qu'ici, on est ensemble avec les autorités pour suivre ce projet, mais aussi en France et ailleurs pour pouvoir évidemment suivre de très près et renforcer notre présence. EWA sera présent dans le cadre de ce projet, il faut en être certain. Léonard Rodier a ses questions à Oui, vous poser. bah oui, évidemment, pensez bien. On a le sentiment maintenant qu'Air Austral, il y a un retour à la normale. Enfin, l'année dernière, c'était compliqué, on le sait. Gérer une crise pareille, ça peut être évident. Est-ce que maintenant, on est tranquille avec les avions ou est-ce que vous avez prévu il y a un plan B qui est en urgence si tout d'un coup, de patatras, à nouveau un truc arrive? Bon, tout d'abord, comme vous le savez, hein, on a subi, nous aussi, véritablement ce qui s'est passé au niveau des 787 et en particulier des moteurs Rolls-Royce, je le rappelle. C'est pas un problème qui est lié à l'avion, c'est effectivement une problématique moteur. Bon, le deuxième 787, donc celui qui est peu importe son immatriculation, et lui a été arrêté donc à compter du 10 février et donc lui doit subir à peu près donc le même traitement. C'est-à-dire donc le remplacement des ailettes et devrait être opérationnel à compter du 10 juin. Du moins, on l'espère. Je dirais il y a tellement de moteurs qui sont actuellement donc en attente de traitement qu'on ne maîtrise pas complètement le calendrier. Comme vous l'avez vu, et je pense que nos passagers ont pu le constater, on a bien anticipé. On avait anticipé cela, on a orienté ça vers la basse saison. On avait la possibilité, cet appareil n'avait pas besoin d'être arrêté. On l'a arrêté par anticipation. Et j'ai pris cette décision parce que je souhaitais le faire en basse saison pour pouvoir impacter le moins possible véritablement des passagers et ne pas prendre le risque de se retrouver en haute saison avec un appareil qui soit arrêté. L'année dernière, c'était très dur à gérer. Ça a été compliqué évidemment de le faire. Et même ça, je pense qu'on s'est débrouillé mieux qu'on aurait pu le penser au départ, dans la mesure où on avait anticipé certains affrètements. Donc cette année, je pense qu'en réalité, on a mieux anticipé, on avait cette possibilité véritablement de le faire, on a bien coopéré avec Rolls-Royce. Voilà, donc je pense que ça c'est un élément important. On est en train de suivre avec Rolls-Royce l'évolution des moteurs qui ont été effectivement donc revus, modifiés. Toutes les choses se passent pour le moment correctement, je l'espère en fait pour nous, bien évidemment, pour nos passagers avant tout, et pour Rolls-Royce aussi de manière générale, qui équipe évidemment beaucoup de compagnies évidemment dans le monde. Voilà, donc je pense qu'on peut dire ça. Et on a vu que Airbus va sortir un 777 pour des moyens courriers bien équipés d'ici 2 ans. On a lu que vous êtes intéressé à ça. Qu'en est-il? Airbus? Oui, il y a un nouvel avion. Ils ont parlé d'un nouvel avion Airbus qui va arriver pour sur la ligne sur la ligne. Est-ce que vous prévoyez aujourd'hui, puisque l'annonce a été faite, mais est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose déjà de concret? Oui, vous parlez de l'A321. C'est ça. Pardon, oui. Voilà, l'A321 Long Range, qui est en fait monocouloir. Alors, c'est un projet qui a été annoncé par Airbus il y a déjà quelque temps de cela. L'idée est effectivement d'utiliser une version un peu modifiée de l'A220, qui est un moyen courrier historiquement, et pouvoir effectivement donc le motoriser différemment pour qu'il puisse faire de plus longues distances. Je pense que tout le monde suit véritablement ce projet avec beaucoup d'intérêt parce que ça nous permettrait effectivement d'aller plus loin avec des appareils qui consomment moins, plus petits. Il faut le savoir qu'en réalité, il y a évidemment ce côté que tout le monde doit regarder, mais il y a aussi les éventuels inconvénients qu'il faut aussi effectivement regarder. Aujourd'hui, on dessert, nous, par exemple, au départ de la Réunion, bien évidemment, Bangkok, même Madras, plutôt le sud de l'Inde, avec notre 737. Et le 737, c'est à peu près l'équivalent de l'A320. C'est-à-dire que c'est un monocouloir de 160 sièges. On voit qu'avec un temps de vol de 5h45, on est à peu près à la limite de ce qu'on peut faire en termes d'acceptabilité par les passagers s'agissant d'un monocouloir. Un monocouloir, vous voyez ce que ça veut dire, il y a juste un couloir au milieu, il peut y avoir des sièges aussi larges. Donc, aller vers des voyages de 8h, 9h, 10h avec un monocouloir, il faudra effectivement être sûr que ce soit tout à fait acceptable en matière de confort, etc., donc par les passagers. Donc je pense que la vraie question, elle se pose non pas tant sur des vols entre 5h, 6h, 7h, mais de savoir si effectivement sur des vols de 9h, 10h, est-ce qu'effectivement ce sera apprécié par la clientèle qui préfère des avions souvent plus gros, où le confort est nécessairement meilleur. J'allais dire sur ce genre d'avion-là, est-ce que cet avion-là pourrait faire Mayotte, Paris?
Ou est-ce que c'est compliqué? Je pense qu'en fait, les études de performance, je ne les ai pas vues actuellement. Donc, les études de performance seront présentées assez rapidement. Et je sais qu'en réalité, sur des vols de 7 heures, 8 heures, je pense que cet avion est parfaitement capable de le faire. Est-ce que sur 9h45, 10 heures, ça reste effectivement à regarder en fonction de la longueur de la piste, etc. Mais je pense que ce sera très vite vu. Actuellement, on ne l'étudie pas. Alors, Monsieur On le n'étudie Président, on le sait que également, c'est le projet de la piste longue, tout le monde en parle, et vous en êtes sensible à ce projet. Mais également une question que se posent souvent les Mahorais, le vol quotidien Mayotte-Paris, est-ce qu'il est possible aujourd'hui? C'est vrai que c'est pas tous les jours, donc les Mahorais se posent ces questions. Est-ce que c'est quand on veut aller à Paris, est-ce qu'il faut attendre une semaine, une fois par semaine? C'est quand? Est-ce que c'est possible un vol quotidien Mayotte-Paris? Je vous rappelle qu'il y a eu un vol quotidien l'été dernier. Ouais. Faut le savoir. Donc, on a, nous, tenu nos promesses. Nous sommes partis au démarrage de 2 vols par semaine. Nous avons progressivement monté. Et durant les périodes de pointe, nous sommes bien à un vol quotidien. Donc, à 7 vols par semaine. Ouais. Donc, on l'a fait en juillet, en août l'an dernier. On n'a pas pu le faire effectivement en fin d'année, même s'il y a eu quelques pointes. On le refera cette année. Donc oui, bien évidemment que c'est possible. C'est possible en utilisant les 2 appareils pour pouvoir véritablement donc faire ce vol quotidien, en particulier en période de pointe. Le reste du temps, il faut faire comme on fait un peu partout, c'est-à-dire qu'on était obligé, nous aussi, de nous adapter à la demande. Mettre un vol quotidien en février, ce serait évidemment l'assurance d'une perte considérable, perte considérable qu'on ne peut pas effectivement donc compenser par ailleurs. Voilà, donc je pense qu'on s'adapte aussi en fait à la demande des passagers. Et sachez que chaque fois qu'on pourra le faire et qu'on considérera qu'il y a des périodes, et à la on période. le fera. Absolument. Alors, on sait que la petite dernière, on parle de Hermad, qui est venu finalement rejoindre la famille Air Austral, mais ça n'a pas trop marché. Quelle est la relation aujourd'hui entre Air Austral et Hermad? La relation entre Air Austral et Air Madagascar, quand je parle des équipes de direction, elle a toujours été bonne et elle restera bonne parce que nous sommes dans la même famille, dans la famille donc de l'aérien. Je pense qu'en ce qui concerne les relations plutôt entre les actionnaires, entre nous-mêmes et le gouvernement malgache, les choses ont simplement évolué. Nous avons décidé ensemble, il y a un peu plus de 2 ans, que sans doute le gouvernement poussé par les organismes internationaux, FMI, Banque mondiale, qu'il fallait ouvrir le capital et qu'il fallait évidemment permettre à une entité privée de pouvoir participer à ce capital et puis d'aider la compagnie à retrouver son équilibre. Je pense que les choses se sont passées. Je crois qu'on a énormément collaboré ensemble. Ici, Air Madagascar a pu reprendre ses vols sur Paris. Air Madagascar est passé, je rappelle, de 2 fréquences entre Tananarive et Paris à 7 fréquences en pointe et 5 d'une manière générale. Donc je dirais que ça a été une augmentation considérable. Saradia a été créé, c'est devenu une compagnie qui est passée de 3 avions à 8 avions. Donc je pense qu'en fait on voit un peu cette augmentation. Tout ceci c'est grâce à l'expertise d'Air Austral. Aujourd'hui on est dans une situation où le nouveau gouvernement souhaite évidemment mettre en place des projets différents et ça lui appartient et on le respecte. Je pense qu'il y a une volonté véritable de ce nouveau gouvernement dans le cadre de son programme sur lequel il a été élu, véritablement d'ouvrir le ciel, de pouvoir se lancer dans des projets véritablement de développement pour pouvoir développer le tourisme. Je pense que c'est des choses sur lesquelles d'ailleurs on respecte parfaitement et qui s'imposent de toute manière à nous et qu'on va nécessairement accompagner. Donc nous sommes depuis quelques mois en discussion avec, je dirais, notre partenaire, donc l'autre actionnaire de référence, pour pouvoir voir comment faire évoluer cet accord et comment eux pourraient reprendre les rênes pour pouvoir accompagner cette nouvelle dynamique qu'ils souhaitent mettre en place. C'est ça, la réalité, véritablement. On doit pouvoir aboutir dans les semaines qui viennent, je le dirais. Voilà, il y a souvent quelques déclarations intempestives à droite et à gauche de certaines personnes qui sont plus ou moins périphériques et qui viennent un peu polluer le débat. Mais au-delà de ça, on est donc sur une évolution, je dirais, d'un partenariat que eux souhaitent et que nous, évidemment, donc on va accompagner. Quand vous dites reprendre les rênes, c'est-à-dire que vous voulez sortir complètement ? Le gouvernement a des projets de développement
à des projets d'une dynamique, donc au niveau d'Air Madagascar, qu'on ne pourra pas nous accompagner. Donc, en fait, il est clair qu'en termes de gouvernance et en termes aussi d'actionnariat, je l'ai déjà dit, on sortirait effectivement du capital. On conserverait un partenariat commercial, comme ça existe en fait avec beaucoup de compagnies, sur le Tana Paris, on l'a actuellement sur le canton Réunion, etc., etc. Je pense que tout ceci, évidemment, donc, sera maintenu, mais au niveau de l'actionnariat et de la gouvernance, vous ne serez plus il y a une actionnaire volonté de sortir du capital d'Airman. Voilà, de manière à leur redonner effectivement la main. Un sujet dont on parle évidemment beaucoup, c'est la piste longue. On ne peut pas ne pas l'évoquer en votre présence. Avez-vous des nouvelles? Est-ce que ça avance? Écoutez, je pense que vous l'avez vécu, vous êtes mieux placé que moi. Nous avons nous-mêmes en fait des retours sur l'évolution. Le comité de pilotage a été mis en place, donc d'ailleurs mené par monsieur le préfet que j'ai croisé récemment. Je pense que les choses évoluent de manière extrêmement favorable, extrêmement volontariste. Je crois que le président de la République a annoncé évidemment sa décision. Depuis, ce comité a été mis en place avec l'ensemble des parties prenantes et ces choses-là évoluent, je pense, de manière extrêmement volontaire et très positive. Allez-y. Oui, alors on parle. Non, je lisais un commentaire qui vient d'arriver. C'est un sujet récurrent, mais allez, je vous le lis quand même. Vos billets sont très chers, et ça vous l'entendez souvent. On ne veut pas poser la question, mais là, vu qu'elle arrive, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là que quand ils essaient de regarder un billet à 1 700 € l'été, alors qu'ils peuvent acheter à 700, qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens qui disent vos billets sont trop chers? Écoutez, moi je pense que je leur réponds ce que j'ai répondu, sachant qu'on a quand même fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. On a en particulier toutes les opérations que j'annonçais la fois précédente sur les opérations de vendredi qui marchent très bien. Qui marchent très bien. Les gens, si ça marche très bien, c'est qu'effectivement il y a une vraie demande. On n'a pas une augmentation véritablement du trafic par rapport à ça, mais on a bien des gens qui s'orientent plutôt vers véritablement ces types de trafic. Donc c'est ainsi qu'on fait progresser les choses. C'est-à-dire qu'on propose évidemment lorsqu'on peut, comme je vous ai annoncé la fois dernière, on a des tarifs sur le Réunion Dzaoudzi à 250 €. Vous les trouvez assez régulièrement. Vous ne les trouvez pas, encore une fois, comme je l'ai dit à différentes personnes, le vendredi soir, la veille des vacances, parce que les gens ont réservé 6 mois à l'avance. Donc, il y a souvent des concentrations. Je vois la même question d'ailleurs posée sur la Réunion Paris, mais pas qu'à nous, à tous les transporteurs, même les low cost, en disant, attendez, en pointe, qu'est-ce qui se passe en pointe? Regardez sur la Réunion Paris, sur les low cost, vous verrez, les tarifs sont à 1200, 1300, 1400 parfois. Est-ce qu'il y aurait une ligne low cost Est-ce qu'il y aurait une ligne low cost qui arriverait entre la Réunion et écoutez, ici? ça, je laisse effectivement celui qui a envie de lancer une ligne low cost faire l'étude. Encore une fois, je pense que les arguments des low cost sont connus. Il faut un gros trafic pour pouvoir le faire. Donc là aussi, le low cost du moyen courrier en Europe est très simple. Ryanair part de Beauvais. Et vous ne partez pas de CDG ni de Orly. Vous partez à Beauvais et quand il faut partir à 3h du matin, vous partez à 3h du matin. Encore faut-il que l'aéroport soit ouvert. Si vous voulez, vous avez un certain nombre de contraintes qui sont là et puis la demande, elle est là. Il y a une élasticité de la demande au prix qu'il n'y a pas nécessairement partout. Donc ça, c'est un autre sujet que je laisserai aux experts des low cost, évidemment, donc le faire. Moi, je réponds à votre question sur les tarifs. On a fait des efforts, et je pense qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi pour relayer ce message. Les tarifs qui sont effectivement donc lancés, je vous ai dit la fois dernière, 80% des tarifs entre Réunion et Dzaoudzi sont à 400 €. Cette personne n'a peut-être pas bénéficié de ces tarifs, ou peut-être cette personne s'est prise à la dernière minute. J'en sais rien. Sur le Dzaoudzi Paris, vous vous souvenez, on avait lancé effectivement, on a lancé des tarifs très intéressants. En période de pointe, vous avez vu les tarifs à 798. Je pense que personne ne parle de ça. J'aurais aimé qu'on puisse dire, attendez, c'est bien, ils ont lancé, il est venu, il a annoncé ses tarifs, il a lancé, et regardez, on a pu en bénéficier. On a une difficulté qui, au départ de Mayotte, comme je l'ai dit, certaines personnes ont leurs vacances qui sont planifiées avec quasiment 1 an d'avance. Donc, sont capables de bloquer ces places, ce qui n'existe pas entre New York et Paris, ou entre, je ne sais pas moi, Tokyo et Paris, ou tout le reste. Donc, on a effectivement une demande qui se matérialise 1 an à l'avance. Donc, on se retrouve souvent avec des vols en pointe qui sont chargés. Et c'est la raison pour laquelle on avait lancé cette initiative qui vient de nous, qui est simplement de ne pas mettre toutes les places de bons tarifs en vente 1 an à l'avance et de conserver des places pour la période de pointe.
d'où les tarifs à 798. Et d'ailleurs, est-ce que quand on regarde aujourd'hui la hausse, par exemple, de la taxe, hein, donc à chaque fois il y a une nouvelle taxe qui vient se rajouter, est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre le tarif et en même temps tout en prenant compte de la hausse des taxes? Écoutez, moi, les taxes, je dirais le gouvernement et tout le monde le savent, hein, les compagnies répercutent les taxes. Je dirais encore une fois, vous savez, nous avons des marges qui sont particulièrement réduites. Quand on a des marges l'année dernière, où on était dans le rouge. Cette année, j'espère voir, même si la fin de l'exercice est très compliquée, parce qu'avec les élections municipales, il y a un tassement véritablement donc, de déplacements. Donc, on le sent, nous, au travers de nos réservations, de nos engagements et donc de nos recettes. C'est pas si simple. Donc, de ce côté-là, il est clair que nous, en ce qui concerne les différentes taxes, on va les répercuter. Ça a nécessairement une incidence sur le tarif final payé par le consommateur et donc la demande. Elle sera importante Non, je pense qu'en fait, elle est de quelques euros. Elle peut être beaucoup plus importante en classe affaires sur certaines destinations, mais je sais que c'est de l'ordre de quelques euros. Dernière question, est-ce que vous prévoyez d'autres actions? Là, vous avez fait de l'action du vendredi, qui est très intéressant. Est-ce que vous avez prévu d'autres actions comme ça durant l'année pour répondre justement à tous ceux qui se plaignent écoutez, d'abord, cette action du vendredi, elle est systématique. Oui. Elle est systématique. Elle va durer longtemps. Il n'y a pas une deadline à la fin du mois. Non. C'est l'équivalent de ce qu'on lance au départ de la réunion, le Gadium, que j'ai fait lancer il y a 7 ans. D'accord, donc c'est récurrent. Le vendredi, on peut trouver les prix. Absolument. Et durant les pointes, les opérations qui consisteront à remettre évidemment de la capacité des sièges au tarif très intéressant, évidemment que ça se poursuivra, ça se reproduira durant les périodes de pointe. C'est la solution que nous avons trouvée pour essayer de rééquilibrer cette problématique d'engagement anticipé extrêmement forte. Alors, juste pour finir rapidement, Monsieur le Président, par rapport à ce virus, coronavirus, on sait que Aerostral, bien évidemment, allait du côté de l'Asie. Est-ce que là, pour le moment, vous avez eu des évolutions, on vous a tenu au courant de quelque chose, d'une avancée? Écoutez, nous on suit bien évidemment avec l'ARS, on suit aussi au travers de nos représentants un peu sur place ou ailleurs les évolutions véritablement donc de l'épidémie et ses conséquences et son impact. Nous avons immédiatement réagi, comme vous le savez, très rapidement en arrêtant avec notre partenaire Air Madagascar, en suspendant les vols sur Canton. Donc on l'a dans un premier temps, donc j'avais demandé à ce qu'on le fasse durant tout le mois de février et j'ai évidemment depuis, avec l'équipe, pris la décision de pouvoir suspendre ces opérations jusqu'à la fin du mois de juin. Alors pourquoi jusqu'au mois de juin? Parce que tout simplement, clairement sur le mois d'avril, sur le mois de mars, il n'était pas question de reprendre ces vols et on a peu de visibilité sur la période qui va suivre, premièrement. Deuxièmement, il est clair qu'une bonne partie véritablement de notre trafic est du trafic qui vient parfois de Chine, donc il faut encore que le gouvernement autorise les voyages à l'étranger, ce qui est loin d'être acquis pour le moment et qui ne le sera pas. Et deuxièmement, de certains tour opérateurs qui programment la destination. Et eux ont nécessairement besoin de 2 à 3 mois avant de relancer la destination. C'est la raison pour laquelle je pense que de manière relativement raisonnable, on peut considérer que jusqu'à la fin du mois de juin, il y aura une difficulté véritable. De toute façon, nous ne reprendrons pas, mais d'une manière générale, la reprise des vols des différentes compagnies se fera. Et ça coûte très cher. J'ai entendu que ça coûte très très cher, même pour vous. Absolument. Au niveau économique, comment on peut répercuter ça? On ne peut pas répercuter. Donc en réalité, c'est nos résultats qui évidemment peuvent s'en ressentir. Ouais, Nous avons quelques incidents sur la ligne Bangkok, mais pour le moment, je pense qu'en fait, ça reste relativement mesuré. Nous maintenons évidemment le vol. D'accord. Marie-Joseph Mallet, merci beaucoup d'être venu ce matin répondre à nos questions. C'était tout pour ce premier temps de parole.